D'abord, je vous remercie d'être venu pour cette conférence de notre cycle Écologie en Islam. Je remercie aussi ceux qui vont nous suivre sur la chaîne YouTube, en partenariat donc, avec la Bulac. Ces conférences de l'ISM porteront aujourd'hui donc, sur l'exploitation et la gestion des ressources en eau en Asie centrale, donc avec deux spécialistes de deux époques différentes, de deux disciplines aussi différentes de l'Asie centrale. Donc Alain Cariou, géographe, maître de conférence à Sorbonne Université, qui a publié le Armand Collin sur l'Asie centrale, environnement, société, en 2015. Voilà. Puis une succession d'articles qui s'intéresse en particulier donc, aux questions d'aménagement du territoire, aux infrastructures, dans un article récent sur le transsibérien, je crois il y a en 2022, voilà, sur les corridors, sur l'infrastructure donc, de transport en particulier, et bien sûr aux questions environnementales qui sont aussi liées avec plusieurs articles, un récent dans la revue Moyen-Orient, sur notamment l'agriculture, au désert, donc en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui avait déjà fait aussi l'objet d'un article il y a je crois il y a 3 ou 4 ans dans la revue Études rurales. Voilà, donc ces questions partagées donc, entre l'Asie centrale et le Golfe, plus proche des milieux qu'on a étudiés donc, le mois dernier. Et puis Camille Ronecker, qui arrive d'Aix-Marseille Université, historienne, de l'époque médiévale en particulier, et qui, donc, dans la thèse, avait déjà travaillé sur l'Amu Darya, donc c'est la question des ribats et de la protection de la frontière, dans le Khorasan et en Transoxiane, donc c'est l'Iran du nord, je me trompe, nord-est, voilà, c'est ça, du nord-est, et qui depuis a poursuivi donc ce travail et cette réflexion à la fois donc en Asie centrale, donc l'Iran, mais aussi l'Afghanistan et puis les pays actuels, enfin de l'Asie centrale. Donc le contrôle des frontières, les questions aussi d'aménagement et en particulier le rapport à l'eau, les relations d'utilisation en fait de ces milieux entre les sédentaires et les nomades, notamment l'économie pastorale ou nomade. Et bien sûr donc la gestion de l'eau à laquelle on va se consacrer aujourd'hui. Donc je vous remercie d'être venus tous les deux et de dialoguer ensemble. Et je voudrais commencer donc par vous poser une première question qui est de savoir si il y a des spécificités environnementales de l'aménagement du territoire en Asie centrale. On en a beaucoup parlé le mois dernier avec Pierre Blanc et Delphine Aklock pour le Moyen-Orient. Donc en gros de l'Égypte jusqu'à la Jordanie et la Turquie, en comprenant un peu les pays du Golfe avec Delphine Aklock et Pierre Blanc. J'aimerais vous demander s'il y a des spécificités de l'Asie centrale, vos deux régions quand même de spécialisation, par rapport au Moyen-Orient ou au reste des mondes de l'islam, majoritairement musulmans. Et donc est-ce qu'on peut les comparer avec d'autres régions ou est-ce que pour vous il y a vraiment une entité propre pour ces questions de l'aménagement du territoire d'un point de vue environnemental? Peut-être qu'on peut commencer par l'époque la plus ancienne. Alors oui, tout d'abord, je voulais vous remercier, donc Philippe Petria et l'ISM en général, pour cette invitation et cette occasion de dialoguer autour des questions hydriques qui sont criantes d'actualité, mais qui ont toute une histoire. Alors peut-être qu'on peut regarder sur le diapo que j'avais préparé quelques éléments sur la façon dont on peut connaître l'environnement pour pouvoir répondre à cette question. Tout d'abord, comment connaît-on l'environnement du passé ? Quels sont les outils ? Les outils sont multiples. Moi, je suis historienne médiéviste, et donc l'entrée dans l'histoire, naturellement, ça va être les textes, mais en réalité, pour connaître l'environnement du passé, les textes sont assez arides. Et donc, on bénéficie de plus en plus de l'apport de ce qu'on va appeler les paléosciences, les sciences de paléo-environnement, dont j'ai mis ici des exemples de corpus. Sur quoi est-ce que ces scientifiques peuvent travailler ? Il y a de nombreuses spécialités. Grosso modo, on a deux versants, par exemple en bioarchéologie, donc l'archéologie du vivant. Il va y avoir des gens qui travaillent en archéobotanique et d'autres qui vont travailler en archéozoologie sur les zoos-animaux, etc. Donc ici, j'ai choisi cet exemple-là qui illustre le matériau sur lequel travaillent les archéobotanistes, c'est-à-dire notamment des graines qui leur permettent de reconstituer la végétation, en tout cas un certain nombre de cultures, et de réfléchir à l'aridité ou pas du contexte dans lequel sont retrouvées ces graines. Donc ici, vous avez des études qui concernent l'Ouzbékistan,
à peu près au XIe siècle, et sur lesquels je reviendrai par la suite. Donc voilà, je pense que quand on s'interroge sur l'environnement dans le passé, les spécificités ou pas de l'Asie centrale, il faut d'abord se demander quels sont nos outils. Nos outils sont multiples, il y a quelques indications dans les textes d'époque médiévale, il y a aussi des données archéologiques, c'est-à-dire qu'on va reconstituer les paysages de l'implantation humaine pour savoir si certaines zones étaient occupées ou pas, et du coup quels étaient les facteurs environnementaux pour cette occupation humaine. Et enfin, donc, on a de plus en plus les apports de ces paléosciences, dont l'archarpologie, l'étude des graines, n'est qu'un des exemples. Pour la dimension comparatiste, je vais laisser plutôt Alain Cariou répondre, puisqu'il a une expertise beaucoup plus large au niveau géographique que la mienne. Ça marche, si, c'est bon, voilà. Alors, spécificité, je dirais oui et non. Hein. Quand on parle dans le monde musulman des oasis, normalement, dans la géographie arabe classique, hein, la géographie arabe classique fait mention dans le monde musulman de 4 oasis qui correspondent à l'Éden. Et il y a la Ghouta de Damas, il y a la région du châtel arabe de Basra, il y a le sud de l'Iran et il y a la Sogdiane autour de Samarcande. Donc on parle d'oasis ici dans cette histoire médiévale avec des points forts de l'agriculture irriguée, hein, et on pourrait dire, bon, bah voilà, c'est comparable. Effectivement, il y a un développement agricole qui est extrêmement riche, avec des cités oasiennes qui sont extrêmement riches, mais du point de vue environnemental, il y a une grande différence, et cette grande différence, elle tient en fait au fait que nous sommes dans des déserts qui sont des déserts qui ne sont pas tropicaux, c'est des déserts des latitudes moyennes, et quand on pense à oasis, dans l'imaginaire collectif, on pense aux palmiers. Et on est en Asie centrale dans des oasis sans palmiers. Hein, on n'a pas cette exubérance de la végétation qui tient au fait qu'on est dans des déserts froids, hein, et le paysage oasien qu'on pourrait imaginer avec les palmiers, cette forêt luxuriante qui est souvent décrite dans la littérature, on ne l'a pas. Et ce qu'on peut observer, c'est que dans cette Asie centrale, voilà, on a plutôt des paysages bocagés traditionnellement, très ouverts, avec un arbre emblématique ici qu'on retrouve aussi en Iran, qui est le peuplier. Parce que évidemment le palmier il meurt en raison des températures négatives qu'il fait en hiver. Donc on a des oasis qui doivent évidemment s'adapter évidemment au sec. On est dans une zone aride, et puis il y a la contrainte du froid qui joue un rôle fondamental. Donc oui, on est dans un monde, un continuum oasien, mais on n'est pas dans un monde qui est celui des déserts chauds tropicaux. On est dans celui des déserts des latitudes moyennes qui sont des déserts froids. Alors peut-être que pour rentrer plus concrètement dans les spécificités environnementales de cette région et dans ces continuums avec le reste du Moyen-Orient, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple sur lequel vous avez travaillé, je dirais, d'aménagement du territoire, de réponse aussi aux contraintes de l'environnement, donc à l'époque médiévale, pour commencer par vous, Camille Ronnecker, et puis ensuite Alain Cariou, parmi ceux que vous avez étudiés depuis quelques années en Asie centrale. Oui, alors on va refaire la gymnastique, faire le PowerPoint que j'avais préparé. Alors simplement, peut-être une spécificité dont on n'a pas encore parlé et sur laquelle je travaille, c'est ce qu'on appelle le Tougaï, ou la ripisylve propre à l'Asie centrale, aux zones arides d'Asie centrale. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des forêts-galeries. C'est, comme l'a dit Alain Cariou, une végétation qui est constituée en particulier de peupliers et d'autres arbres de la famille des saules, par exemple, qui va constituer une ressource extrêmement précieuse pour les populations d'époque médiévale.
Donc ici, c'est une photo des rives de la Moudaria, dans le nord de l'Ouzbékistan, qui montre bien ce paysage typique que j'étudie pour ma part pour l'époque médiévale, mais qui a un certain nombre de ressemblances, comme l'atteste notamment l'archéobotanique, les témoignages de voyageurs anciens, etc. Donc il y a une ressemblance entre la situation actuelle et l'époque passée, même si cette végétation, qu'on appelle donc le Tougaï, les forêts-galeries, a énormément souffert de l'exploitation du bois, du développement de l'irrigation pour faire pousser du coton ou du riz, notamment au XXe siècle. Donc on retrouve un certain nombre de ressemblances, je dirais, en termes de végétation et donc de ressources. Et se pose du coup la question de l'aménagement, de l'investissement des populations au niveau local. Et bien, le premier aménagement auquel on pense, ça va être évidemment l'irrigation. L'irrigation en Asie centrale est extrêmement ancienne. On a des traces, par exemple, au Khorezm, dans le nord de l'Ouzbékistan, qui remontent à 2000 ans avant notre ère, donc à l'époque de l'âge du bronze. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés notamment par les archéologues soviétiques dans les années 1920-1930, qui ont été poursuivis et amplifiés, je dirais, avec de nouvelles méthodes, notamment dans les années 2000, et qui ont permis de retracer les canaux d'irrigation à des époques extrêmement anciennes. Donc vous avez ici l'image de ce qu'il reste de la mer d'Aral. Donc Google Earth, c'est une image que j'ai capturée donc, il y a 3 jours. Et à droite, vous avez une carte qui représente notamment la diversité des deltas, une chose qu'on n'a pas encore évoquée et qui fait partie de ces spécificités qui vont avoir un impact sur l'aménagement, notamment de l'irrigation. Par l'irrigation, c'est le fait que les fleuves divaguent. Les fleuves se déplacent en Asie centrale. Donc, en Asie centrale, vous avez 2 principaux fleuves que vous devinez ici comme se jetant dans la mer d'Aral. Vous avez donc le Sirdaria et la Moudaria. La Moudaria, c'est celui que vous voyez le mieux sur cette représentation. Ces 2 fleuves se déversent, disons, depuis les Pamirs, depuis les montagnes que vous voyez donc en bas à droite sur cette image, des montagnes qui atteignent les 7000 mètres d'altitude, voire au-delà, et qui vont s'écouler, disons, ces eaux vers la plaine qui mène notamment à la mer d'Aral. En réalité, ces fleuves ont toute une histoire, ils ne se sont pas toujours jetés dans la mer d'Aral, et il y a une incidence évidemment sur les canaux d'irrigation, les pratiques humaines pour vivre dans un milieu où il y a cette capacité des fleuves à se déplacer. Et ce que vous voyez ici, c'est donc issu de cet article de Nicolas Borovka, c'est une représentation des lieux d'implantation humaine dans la très longue durée, donc avec les petits points que l'on devine. Donc en haut à gauche, vous avez les sites paléolithiques, et puis tout en bas à droite, ça va jusqu'à la fin de l'époque médiévale. Et grâce à ces travaux archéologiques, on a pu voir où s'implantaient les populations humaines. Et dans un contexte où il y a une très forte aridité, on a pu concevoir de cette façon-là où se trouvait l'accès à l'eau, les aménagements par le biais de canaux d'irrigation, etc. Donc voilà, la réponse évidente. Quelles sont les spécificités? C'est un ensemble de systèmes d'irrigation qui sont extrêmement anciens et qui ont conditionné la présence humaine depuis des époques très anciennes, comme vous le voyez ici. Oui, bah, évidemment, je souscris à ce qui vient d'être dit, et je plains un petit peu les archéologues et les historiens, parce que toute cette civilisation hydraulique qui s'est développée dans la région, elle a été en grande partie détruite par les aménagements soviétiques. Justement, cette Asie centrale, souvent, elle est présentée comme relativement pauvre en eau, comme désertique, et paradoxalement, comme l'a dit Camille tout à l'heure, c'est une région qui dispose de ressources en eau relativement abondante. Et si on reprend un petit peu quelques photos, hein, bah, voyez, hein, on vous a parlé tout à l'heure de cette Asie centrale qui fait partie
Alors, si je reviens ici, de la grande diagonale aride de l'ancien monde, hein, qui part de l'Atlantique et qui va jusqu'au désert chinois. Hein, donc, effectivement, c'est une région aride. On vous parle de désert, on vous parle d'aridité, de semi-aridité, mais paradoxalement, c'est une région qui est très riche en eau, du fait qu'il y a ces montagnes châteaux d'eau qui dépassent les 7000 mètres d'altitude et qui vont capitaliser la ressource en eau sous forme de neige, sous forme de glace, sous forme de permafrost, et qui vont donner naissance à des fleuves. On vous a parlé de la Moudaria, du Sirdaria, et ce sont des grands fleuves qui vont aller alimenter, nourrir les dépressions arides. Et ce n'est pas des petits fleuves. Hein. La Moudaria, c'est un fleuve qui a un débit à peu près comparable à celui du Nil. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est 5 fois le débit de la Seine à Paris, hein, pour vous donner une idée. Le Sirdaria, ça correspond un petit peu, en gros, en termes de débit, au débit de l'Euphrate. Donc on a des grands fleuves halogènes et c'est cette combinaison à la fois de la chaleur estivale et de la ressource en eau qui a attiré bien évidemment les aménageurs de la période soviétique qui considéraient l'Asie centrale comme une région, le midi de l'Union soviétique, des terres chaudes, avec une abondance en eau, et ces ressources environnementales qui ont attiré donc les grands projets d'aménagement que vous connaissez certainement. Et alors la spécificité, c'est qu'on est dans une des régions les plus développées au monde en termes d'irrigation. Le bassin de l'Aral, c'est environ 10 millions d'hectares irrigués. Hein. On est dans un des plus gros foyers de l'agriculture irriguée au monde, après l'Indus. Et donc, il y a eu ces ressources en eau qui ont attiré, évidemment, tous ces grands aménagements que l'on a ici. Et on a la même chose aussi, on n'en a pas parlé, mais là, on parle de l'Asie centrale post-soviétique. On a la même chose dans la partie occidentale de la Chine, dans la région du Xinjiang, où aujourd'hui, les Chinois développent aussi énormément cette agriculture irriguée selon des principes qui sont ceux de la grande irrigation. Donc ici, je vous ai mis quelques éléments de la propagande où on vous montre évidemment ces transformations radicales de cet environnement par des grands projets d'irrigation. Donc c'est une révolution hydraulique qui est développée. C'est plus l'agriculture traditionnelle, évidemment, de la période médiévale. C'est une agriculture je dirais même mondialisée, parce que les soviétiques, ils ont été chercher de la technique dans la colonie britannique des Indes. Et puis, ils ont fait venir des spécialistes américains aussi dans les années 20-30 pour développer l'irrigation dans ces déserts. Et ça vous donne des grands aménagements hydrauliques. Voilà, alors ça, c'est l'agriculture traditionnelle. Hein. On parlait du Khorezm ici. J'ai une carte du 19e qui nous montre cette irrigation dans la région. Et puis, toute cette civilisation hydraulique, elle a disparu au profit de très grands aménagements. C'est de l'agriculture industrielle. Donc, vous voyez ici ces politiques d'aménagement. Et cette tradition, je dirais, de l'industrie cotonnière, même si elle diminue un petit peu toujours un petit peu dans la région, mais l'Ouzbékistan est quand même le 8e exportateur mondial de coton aujourd'hui, et il continue à développer justement des grands canaux d'irrigation, comme vous pouvez le voir, comme du temps de la période soviétique. Donc il y a un héritage soviétique de la structure économique et des techniques d'irrigation qui se perpétue aujourd'hui, même si on améliore les techniques d'irrigation, ça reste quand même de l'irrigation à grande échelle conduite par des États qui ont toujours le rêve de transformer ces déserts. Est-ce que je peux vous demander de préciser ce que vous entendez par agriculture oasienne? Parce que vous l'avez déjà évoqué 2 fois, une première fois tout à l'heure, et maintenant pour dire que voilà, cette agriculture industrielle a mis fin à l'agriculture oasienne. Et après, je demandais du coup à Camille Ronnecker si c'est effectivement ce qu'elle voit à l'époque médiévale déjà.
Alors, on pourrait discuter, en géographie, il n'y a pas de consensus sur la question. On vous parle, moi j'aurais tendance à utiliser, vous voyez, agriculture industrielle, grand périmètre irrigué, et je fais une rupture avec l'agriculture eurasienne. En fait, l'agriculture eurasienne, de mon point de vue, c'est un agrosystème, c'est-à-dire ici, à la fois un agrosystème, un système agricole, mais c'est aussi un sociosystème avec une collectivité sociale qui va gérer ces réseaux d'irrigation et à l'échelle des communautés locales. Tout ce modèle, je dirais, d'agriculture traditionnelle a été radicalement transformé par ces grands ouvrages hydrauliques, par cette mission hydraulique développée par les États. Donc il y a un transfert, évidemment, du pouvoir sur l'eau des communautés locales à une nationalisation de l'eau par l'État, qui en a fait une ressource nationale. Et de ce point de vue, les communautés d'irrigants ont été dépossédées de leurs ressources, de leurs traditions, de leur savoir-faire, et tout ça a été remplacé par un puissant ministère qui va gérer l'irrigation, qui va gérer l'agriculture, et on entre véritablement dans une agriculture de type industriel. Hein. Vous voyez, les paysages ont changé. Ici, c'est de l'open field, hein, alors que traditionnellement, on avait du petit bocage avec ces haies de mûriers, ces haies de peupliers qui délimitaient des petites parcelles. Et puis évidemment, je ne vais peut-être pas le développer ici, les techniques agricoles et hydrauliques ont complètement changé. Oui, alors je voulais faire écho à ce qui a été décrit en parlant donc à nouveau de l'époque médiévale et commencer par la question des cultures qui sont pratiquées, donc qui ont donné lieu à ces paysages-là. Effectivement, on voit encore de nombreuses plantations de coton, des chanderies, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est de remettre ça en perspective dans une plus longue durée. Et on sait, à la fois par les textes et les travaux des archéobotanistes, qu'il y a, dès l'époque médiévale au moins, des plantations de coton et la culture du riz en Asie centrale. Pour être parfaitement franc, je n'ai pas encore d'informations sur ce point à propos de l'Amoudaria, à proprement parler, si ce n'est pour le Khorezm. Donc le Khorezm, c'est la partie qui se trouve au sud de la mer d'Aral, qui forme un espèce de delta au sud de la mer d'Aral. Donc dans ces régions-là, on sait qu'à l'époque médiévale, il y avait un grand dynamisme au niveau agricole, que c'était un carrefour économique extrêmement important, qui a donné lieu d'ailleurs à une forme d'autonomie politique, sur laquelle on reviendra peut-être plus tard. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'époque, les zones extrêmement prospères au niveau agricole, au niveau économique, se trouvent en particulier dans les oasis de Boukhara et Samarcande, donc le long du Zerafshan. Le Zerafshan que vous pouvez deviner donc sur la carte de droite, dans le petit coin en bas à droite. Donc, il s'agit de cette rivière qui alimente les deux fameuses villes de Boukhara et Samarcande, entre autres, et puis d'autres petites localités. Et donc, ces oasis sont des pôles de consommation, puisque ce sont des sièges du pouvoir à l'époque médiévale. C'est là que se trouvent les émirs, les gouverneurs pour le monde islamique. C'est là que se trouvent donc des élites qui vont consommer, qui possèdent des terres. On a aussi un pouvoir émiral qui est intéressé à tout ce qui va toucher à la fiscalité qu'on peut faire peser sur l'agriculture. Et donc, il y a un lien étroit, évidemment, entre la politique, les revenus de la terre, et puis ces pratiques agricoles. Et notamment, là où je voulais en venir aussi, c'était sur la question des pratiques socio-agricoles. C'est-à-dire qu'il y a tout un système pour, notamment, l'entretien des canaux, à l'époque médiévale, comme très probablement bien avant, avec par exemple un fonctionnaire qu'on appelle le Miri Ob, c'est-à-dire le responsable de l'eau. Ob, ça veut dire l'eau en persan. Et donc il y a une organisation sociale qui veille à ce que les canaux soient curés, à ce que les digues soient entretenues, etc., etc. Donc il y a
qui dit irrigation dit organisation sociale. Il y a eu beaucoup de débats aussi sur le despotisme oriental, avec Karl Wittfogel, qui considérait que les systèmes d'irrigation étaient associés à une forme de despotisme. Je n'emploierai pas ces termes-là pour l'époque islamique médiévale, mais voilà, évidemment, l'irrigation et la question du pouvoir politique sont intrinsèquement liées à travers les siècles et les millénaires. Et si, juste peut-être une chose que je voulais ajouter aussi, puisqu'on parle beaucoup de préoccupations écologiques, environnementales, etc., l'impact des activités humaines sur, par exemple, le niveau de la mer d'Aral ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'il a été montré, notamment par les archéologues, que le niveau de la mer d'Aral avait baissé à l'époque médiévale, grosso modo entre 900 et 1250, avec une fourchette probablement un peu plus resserrée que ce que je vous dis. Mais voilà, à cette période-là, le niveau de la mer d'Aral était plus bas qu'il n'aurait dû l'être s'il n'y avait pas eu l'intervention humaine, et cela s'explique par notamment les prélèvements pour l'irrigation. Donc l'irrigation est telle, notamment au Xe siècle, que les êtres humains, dès cette époque-là, ont réussi à faire baisser de manière significative le niveau de la mer d'Aral, peut-être d'un tiers de ce qu'il aurait dû être s'il n'y avait pas eu ces prélèvements-là. Et de fait, au Xe siècle, on sait qu'il y a une grande prospérité économique dans le monde islamique, en particulier donc du côté du Khorezm et puis du côté du Zerafshan, mais là pour le coup ce n'est pas un cours d'eau qui alimente la mer d'Aral voilà, à ces époques-là. Je voulais juste rajouter un petit élément par rapport au coton. Effectivement, la région, elle est traditionnellement... les oasis produisent artisanalement du coton depuis, certains disent depuis l'Antiquité. Et c'est une variété de coton qui est Gossypium hirsicum. Donc, c'est-à-dire que c'est un coton qui, traditionnellement, est cultivé en Asie centrale, qui a fibre courte, très courte, et qui est souvent d'une couleur grise. Et donc, ça faisait partie de ces activités oasiennes, avec un artisanat associé, etc. Et puis, évidemment, là, c'est le fonctionnement de l'oasis traditionnelle. Et à la fin du XIXe siècle, à l'époque tsariste, il y a cette colonisation russe qui s'implante dans la région. Et évidemment, l'enjeu, c'est de développer une agriculture qui soit commerciale, qui soit rentable, qui soit à grande échelle. Et donc là, on va chercher du coton upland, c'est-à-dire des variétés américaines, que l'on va développer dès la fin du XIXe siècle dans la région. Et il y a un basculement, évidemment, à ce moment-là, avec une fièvre du coton qui se développe dans la région. Et qui va faire que, évidemment, il y aura la création d'un grand bassin cotonnier de dimension mondiale. Si je peux me permettre, en attendant la prochaine question, une autre particularité, je pense, de la région, mais ça encore je vous laisserai nuancer, c'est la salinité des sols. Qui fait que dès l'époque médiévale, et évidemment bien avant encore, on a des traces des problèmes qui sont liés à la salinité des sols et donc à la salinité de l'eau. Je pense évidemment à la mer d'Aral, puisqu'on voit qu'il n'en reste quasiment rien, en tout cas du côté ouzbek. Actuellement, la mer d'Aral se résume à ce qu'on appelle de plus en plus le désert d'Aral, et puis une petite portion de mer qui est extrêmement salée. J'avais aussi préparé une ou deux images. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble ce qui reste de la mer d'Aral actuellement. Et la seule économie, outre le tourisme de l'extrême, comme on dit, et peut-être l'exploitation du gaz dans les... Voilà, en sous-sol, mais en tout cas au niveau là où il y a encore de l'eau, la seule économie qui persiste, c'est l'exploitation de cette petite crevette, si j'ose dire ça ainsi, donc l'artémia, qui est prisée notamment pour ses œufs.
là, je prends ça par le bout du XXIe siècle, mais cette question de la salinité des sols et de l'eau est aussi relevée, par exemple, dans les textes du Moyen-Âge. Au Xe siècle, on a des géographes arabes en particulier qui mentionnent la présence d'eau saumâtre dans tel ou tel puits. Alors, qu'il y ait un ou deux puits d'eau saumâtre, ce n'est pas gênant a priori, si ce n'est que, comme vous l'avez vu sur les cartes et comme vous le savez, on est au milieu du désert. Lorsqu'il s'agit de faire passer des caravanes de marchandises sur ce qu'on a appelé par exemple les routes de la soie, il faut bien évidemment pouvoir alimenter aussi bien les hommes que les animaux. Et donc les géographes arabes, au Xe siècle entre autres, s'attachent à décrire les trajets et font mention aussi de la présence de puits et vont jusqu'à préciser si l'eau est potable entre guillemets ou bien si on a affaire à de l'eau saumâtre. Ce qui peut aussi, à mon avis, donner lieu à des abandons de certains trajets, etc., lorsque vous devez traverser le désert. Voilà, donc c'était simplement cet aspect-là sur lequel on n'avait pas encore, on s'était pas attardé, c'est la question de la salinité qui pousse d'ailleurs les agriculteurs à rincer les champs. Donc bon, en plus des pesticides actuellement, voilà, il y a aussi la question de la qualité de l'eau en Asie centrale qui se pose depuis extrêmement longtemps. Alors, j'en profite juste quand même pour arriver à une autre question, mais non, mais vous allez voir, vous pourrez tout à fait préciser ce que vous vouliez dire, parce que vous tendez les perches depuis tout à l'heure. Du coup, ces contraintes environnementales que vous avez évoquées, notamment la question de l'irrigation et de la qualité de l'eau, vous avez évoqué Wittfogel tout à l'heure, les routes de la soie. À quel point est-ce qu'elles ont contribué, enfin, et dans quelle mesure en fait, elles ont contribué à la formation de pouvoirs politiques spécifiques, mais aussi à des organisations de société. Donc, vous avez déjà évoqué largement la question de la gestion des canaux, de l'irrigation, le Merilab, etc. Est-ce qu'il y a d'autres aussi éléments qui caractérisent l'organisation, disons, hydraulique, ou pas que hydraulique d'ailleurs, des sociétés qui sont dues à ces contraintes environnementales, sans revenir évidemment ou en revenant peut-être au despotisme oriental? Oui, alors je vais peut-être reprendre mon diapo. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas que les ressources liées à l'eau et à l'agriculture. Il y a aussi ces oasis, elles fonctionnent comme des commutateurs, comme des centres commerciaux, on en a parlé, avec une certaine richesse, etc. Alors, en termes environnementaux, je vais vous montrer une petite carte très simple. Contrairement à l'ensemble du Moyen-Orient, où on a des routes caravanières avec une certaine forme de discontinuité des relais oasiens, l'Asie centrale a pour avantage de présenter, je dirais, des corridors oasiens le long des zones de piémont. Le centre de gravité économique, démographique de l'Asie centrale, mais aussi du monde iranien, c'est les piémonts, c'est le monde des piémonts. Pourquoi? Parce que sur ces piémonts, on reçoit l'eau qui descend de la montagne, on n'est pas tout à fait dans le désert. Et puis, quand on regarde cette carte, vous voyez que les différents écheveaux des routes de la soie se superposent à ces zones de piémont et se superposent aussi à des sols qui sont relativement fertiles, puisque c'est là où on a des dépôts leuciques qui datent du Quaternaire. Et donc, on a la conjonction en termes de ressources, ici, de deux processus, de l'eau abondante, des piémonts, ça veut dire des pentes, donc ça veut dire un ressuyage des sols, un drainage des sols efficace, donc moins d'accumulation de sel, et des dépôts leuciques qui vont favoriser l'agriculture. Donc dans ce monde musulman, eh bien, ces routes de la soie, finalement, elles sont relativement faciles pour le transit du commerce Orient-Occident, contrairement si vous avez à traverser le Sahara sur les routes transsahariennes ou même sur les routes de la péninsule arabique, les grandes routes commerciales, où vous avez quelques minuscules relais oasiens et puis vous passez 40 jours dans le désert, ce qui n'est pas le cas en Asie centrale, où vous avez très rapidement, alors à part la partie chinoise où là il y a à partir de Dunhuang il y a quand même un petit hiatus, mais généralement on n'est jamais loin d'une oasis et on peut toujours circuler sur des piémonts où évidemment on a du ravitaillement, on a de l'eau, on a du fourrage pour les montures, et ça crée un continuum, ça favorise les échanges.
évidemment une époque avant la révolution des transports, et ça permet aussi l'enrichissement de ces espaces oasiens, ça permet les échanges. Donc du point de vue géographique, on voit très bien comment cet espace, cette Asie centrale, c'est un espace, une région connectée et en contact avec le monde chinois, avec le monde iranien, avec le Moyen-Orient, avec le monde slave, avec le monde méditerranéen. Et ça tient au fait, évidemment, à l'abondance de ces ressources en eau, cette agriculture relativement prospère due à ces ressources en lœss, et donc ces grandes routes commerciales qui ont axe majeur de l'ancien monde des échanges entre Orient et Occident. Alors, sur la question des formations politiques, donc... on est dans un contexte où l'implantation humaine est étroitement liée à l'accès à ces ressources en eau. On va par conséquent glisser vers la question sédentaire et nomade. Et donc, l'un des aspects qui est intéressant sur cette dichotomie, qui est assez artificielle finalement, sédentaire, nomade, ou en tout cas discutable, nuançable, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment les populations s'adaptent. Donc les populations sédentaires sont largement tournées vers l'agriculture et le commerce, et ceux qu'on va appeler... de manière plus ou moins réductrice, les nomades vont pratiquer en particulier le pastoralisme, l'élevage, et jouer sur les variations climatiques, notamment par des déplacements entre des pâturages d'été qui vont être plutôt en altitude, et puis des pâturages d'hiver dans les plaines. Pourquoi est-ce que je parle de cela? C'est parce que ça a une incidence sur les types de pouvoirs qu'on va observer à l'époque islamique médiévale. Donc les pouvoirs, si on parle de l'époque islamique médiévale, on pense à l'arrivée des musulmans, à l'arrivée des arabo-musulmans, c'est-à-dire en Asie centrale dans la deuxième moitié du 7e, début du 8e siècle. Donc des conquérants arabes arrivent, renforcés par des combattants iraniens, centra-asiatiques, etc. Les troupes se sont grossies, étoffées à mesure que les combattants progressaient vers l'Est. Donc initialement, les Arabes sont de tradition nomade, on va dire. Enfin, on les associe beaucoup à cela, même s'il y a des villes, des oasis pour le coup en péninsule arabique. Mais on les associe à cette image-là, du nomadisme. Petit à petit, ils s'implantent dans les villes existantes ou les villes qu'ils fondent. Donc c'est valable dans tous les territoires qu'ils ont parcourus, et également au Maghreb, mais je ne vais pas parler du Maghreb, et vont s'appuyer donc petit à petit sur des élites iraniennes, jusqu'à ce qu'il y ait un changement à partir de la fin du Xe siècle, où désormais ce sont des populations turques qui prennent le pouvoir. Les populations turques sont plutôt des populations nomades qui viennent donc d'un monde plus stépique et qui vont s'accoutumer elles aussi au mode de vie en ville. Pourquoi parler de tout cela? C'est que se pose beaucoup la question de l'adoption par les nomades de pratiques qu'on attribue à des sédentaires. Alors on sait que les nomades, par exemple lorsqu'ils sont dans certains de leurs pâturages, vont pratiquer une petite agriculture, par exemple du millet. Le millet, c'est une céréale qui est extrêmement résistante, assez facile à faire pousser et qui permet de s'adapter à des contextes assez arides. Voilà, donc il y a des pratiques chez les nomades agricoles. On va cultiver certaines céréales. Et par ailleurs, les pouvoirs nomades, d'origine nomade, s'emparent aussi des pratiques d'irrigation. On a l'exemple des Kalachanides. Donc, les Kalachanides, c'est l'exemple que j'ai montré au tout début, qui est étudié du point de vue notamment de la carpologie, donc des graines laissées par les fruits, etc. Donc un pouvoir turc, musulman, qui règne en Asie centrale à partir de la toute fin du Xe siècle, et au XIe siècle en particulier. On sait que ce pouvoir-là s'est emparé des pratiques d'irrigation et a essayé de développer des canaux. Il a rénové des canaux, il a essayé d'en développer pour lutter contre les processus d'aridification qu'on observe précisément vers la fin du Xe et au XIe siècle. Donc ces pouvoirs
quelles que soient leurs origines, sont confrontés au même défi, je dirais, qui est celui d'arriver à irriguer au niveau des oasis et des différentes localités qui constituent ces oasis. Ça, c'était un premier élément de réponse. Autre volet que je voulais évoquer en termes d'impact de l'environnement sur les pouvoirs politiques et l'implantation humaine, c'est aussi l'effet barrière de certaines étendues naturelles en Asie centrale. Donc, il y a l'effet barrière des déserts qui isole la région du Khorezm, dont on a déjà parlé, donc au sud de la mer d'Aral. Et cet isolement, de fait, par la présence de vastes déserts qu'on appelle Karakoum et Kizilkoum, aide à l'autonomie des pouvoirs politiques, en l'occurrence ceux qu'on appelle les Khorezm Shah, les dirigeants du Khorezm, qui vont rester au pouvoir. Il y a une dynastie qui reste au pouvoir de 300 de notre ère jusqu'à 1017. Donc avec quelques tentatives des autres pouvoirs musulmans pour les soumettre. Mais voilà, l'environnement peut aussi favoriser une forme d'autonomie chez certains. Autre effet barrière, c'est la présence des fleuves. La Moudaria, c'est un fleuve gigantesque qui fait 2500 km de long, qui fait plusieurs kilomètres de large, avec des fluctuations selon les périodes de crue, etc. Il peut faire au moins 5 km de large et beaucoup plus si on s'approche du delta. Et donc la Moudaria est souvent associée dans les textes d'histoire d'époque médiévale à une fonction frontalière, dans tous les sens du terme. Ça peut être entendu comme frontière symbolique entre, disons, le monde de l'islam et le monde des infidèles, surtout au moment de la conquête arabe. C'est une frontière aussi politique, c'est-à-dire qu'on va avoir des périodes, notamment au tout début du XIe siècle, où les pouvoirs turcs décident de choisir ce fleuve comme frontière pour délimiter leur territoire. Et puis, il y a des aspects beaucoup plus pratiques, notamment sur ces fameuses routes de la soie. Lorsque les caravanes franchissent le fleuve, il y a un effet de rupture de charge. Il faut faire passer les chameaux de l'autre côté de la rivière avec tout leur chargement. Et puis, on fait aussi payer des impôts, en général, lorsqu'on franchit des rivières. Donc voilà, la dimension frontalière peut se décliner d'énormément de façons, et cela a un impact sur l'organisation politique, sur la façon dont les dirigeants vont contrôler les territoires, contrôler les gens qui se déplacent, qu'ils soient marchands, espions, militaires, etc. Donc pas de despotisme oriental. Non, je ne parlerai pas de despotisme oriental. Je n'ai pas forcément énormément de choses à ajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a une structuration au niveau fiscal, au niveau de l'entretien des canaux, mais voilà, le terme despotisme me gêne évidemment. Merci. Alors moi, je ne suis pas historien, mais je vais poser mon regard de géographe. Alors si je peux, je vais reprendre tout simplement une carte. Voilà. Moi, quand les historiens me parlent de la période de l'âge du bronze jusqu'au 19e siècle, là, ici, je vous ai mis une carte des Khanats, des Émirats, en fait, au 19e siècle. Et à chaque fois, on nous dit, bon, voilà, il y a l'émirat de Rifa, il y a l'émirat de Boukhara, il y a l'émirat de Kokand, et on pourrait dire de Kashgar côté chinois. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une certaine permanence en fait d'une organisation géographique autour de grands bassins hydrographiques. Alors, une des grandes spécialités, évidemment, de l'Asie centrale, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais contrairement au reste du monde musulman, c'est qu'on a la vie est organisée autour des fleuves halogènes. Alors évidemment, il y a bien des fleuves halogènes, il y a bien le Nil, il y a bien le Tigre et l'Euphrate, mais généralement, dans toute cette diagonale aride des déserts tropicaux, l'art de l'irrigation, c'est aller chercher les eaux cachées, c'est-à-dire les eaux souterraines. En Asie centrale,
même s'il y a beaucoup d'eau souterraine, on ne va pas aller les chercher parce qu'on a assez d'eau en surface. Donc ça a structuré les organisations politiques, et moi j'y vois une certaine permanence autour de 3 grandes organisations centrées à l'échelle des principaux bassins hydrographiques, autour de ces fleuves halogènes. Alors moi je vois plutôt les fleuves comme quelque chose qui réunit plutôt que quelque chose qui sépare, de mon point de vue. Mais après, bon, on peut en discuter. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une permanence. On a parlé du Jorrez. Il y a une irrigation à l'âge du bronze dans ce delta de la Mundaria. Et au 19e siècle, avant que les Russes arrivent, il y a encore ce Khanat qui existe autour du delta de la Mundaria. De la même manière, la Sogdiane, elle est organisée sur le Zerafchen, autour de Boukhara et Samarcande. Ça crée une unité politique. Il y a une unité politique autour du Khanat de Kokand dans la vallée du Fergana. Donc il y a cette unité ici politique structurée autour d'un monde sédentaire, et à chaque fois il y a une capitale qui est sur un cours d'eau, et puis il y a ce monde sédentaire qui est en interaction avec des espaces interstitiels qui sont les espaces nomades, qui sont intégrés complètement. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de frontières, ne serait-ce que même parfois dans l'agriculture. Et une des spécialités des nomades d'Asie centrale, c'est aussi la culture des melons et des pastèques. Ça, c'est original d'ailleurs. J'ai pas vu ça ailleurs. Donc, pour moi, il y a une certaine continuité autour de ce que j'ai appelé 3 noyaux. Alors, pour l'Asie centrale post-soviétique, hydro-historique, où on voit une permanence des lieux, du peuplement, de l'organisation politique autour de ces grands organismes que sont ces fleuves halogènes. Si je reviens à la semaine, il y a un mois, donc Pierre Blanc justement faisait cette remarque de l'organisation politique qui souvent recoupe les bassins hydrographiques avec le problème que pose le découpage des frontières au XXe siècle, qui rompt quand même l'unité des bassins hydrographiques, notamment autour du bassin du Tigre, de l'Euphrate, du Nil aussi, et qui donc conduit à des conflits d'usage de l'eau, pas des conflits hydriques à proprement parler, mais des conflits d'usage de l'eau. En Asie centrale, est-ce que ce découpage des frontières, qui rompt aussi l'unité des bassins hydrographiques d'une certaine manière, n'a pas entraîné de nouvelles formations politiques aussi? Alors, effectivement, si vous regardez bien, par exemple, la région du Fergana, qui est une région très sensible, qui était intégrée dans l'émirat ou le Khanat de Kokand, c'était tout le fond de la vallée qui avait une unité, et associé au Piémont et aux nomades qui vivaient autour. Donc, il y avait une intégrité politique qui respectait l'ensemble des différents biomes de la région et qui créait une unité aussi hydrologique et hydrographique. À partir du moment où les soviétiques viennent et posent un découpage très complexe sur la région, et la vallée du Fergana, c'est bien son problème, elle est dépecée entre le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan avec des frontières contournées, ça rompt cet ensemble qui vivait autour de ces ressources en eau, où il y avait des ressources en eau qui étaient, je dirais, partagées en commun. Et à partir du moment où vous créez des frontières et que les États deviennent indépendants avec un nationalisme ombrageux, ça crée des problèmes. Évidemment, les parties amont de la ressource en eau, le fond de la vallée du Fergana, pour l'essentiel, est occupé par l'Ouzbékistan, qui ne contrôle pas les ressources en eau qui sont en amont, qui sont au Kirghizistan ou au Tadjikistan. Donc évidemment, là, on va vers des conflits, enfin des tensions. Je préfère parler de tensions que de conflits ici pour la gestion de la ressource. Si je peux, je vais me remettre aussi sur mon PowerPoint. Sur la question des conflits, alors juste, oui, pour le rôle des rivières comme liant, je suis aussi de cet avis-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux aspects, à la fois espace de circulation
et frontières de manière plus ou moins épisodique. Là, je parle uniquement de l'époque médiévale, mais bon, le rôle frontalier des fleuves pour l'époque contemporaine est tout aussi pertinent. Donc il y a un aspect que je n'ai pas du tout évoqué, qui est la navigation. L'Amudarya, par exemple, est navigable. Une bonne partie des canaux du delta du Khorezm sont navigables aussi à l'époque médiévale. Donc il y a de toute façon ce rôle aussi d'espace de circulation entouré de désert. Toute la question étant de savoir quelles sont les conditions qui vont pousser à préférer la navigation plutôt que longer les routes, emprunter les routes qui longent parfois le fleuve de manière plus ou moins proche. Bon, ça c'était pour la question du liant entre guillemets. Sur la question de la conflictualité, alors, je voulais évoquer un sujet qui oppose les historiens sur les facteurs climatiques et leur rôle dans les invasions, dans les conquêtes, etc. Donc il y a des débats sur différents épisodes. L'exemple que j'ai choisi de traiter, c'est celui du déplacement des Turcs mené par les Turcs seldjoukides, donc un déplacement de population qui se fait essentiellement au XIe siècle. Donc des Turcs seldjoukides qui viennent d'Asie centrale et qui vont, comme vous le savez peut-être, envahir ou soumettre l'Iran, l'Irak, aller renverser le calife à Bagdad, etc. En tout cas, le soumettre plutôt que le renverser, lui imposer leur tutelle en 1055. L'un des débats, c'est celui des facteurs. Pourquoi est-ce que tout à coup, les Seldjoukides et tous les peuplades turkmènes qui les ont accompagnés se sont-ils mis à se déplacer aussi loin de leur terre? Donc il y a des discussions entre, je dirais, trois pôles, trois positions. Je vous ai mis ici les références. Donc vous voyez en haut Richard Bolliett qui écrit un ouvrage en 2009 où il explique que ces déplacements de population seraient liés au climat, à des facteurs climatiques, dans un contexte où il y aurait eu un refroidissement des températures qui n'aurait pas été compatible avec les pratiques socio-économiques des Turcs qui étaient censés être de grands éleveurs de chameaux dromadaires, de camélidés. Donc il explique ainsi ces déplacements de population, un changement climatique provoquant un dérèglement des pratiques socio-économiques à travers l'élevage et poussant donc les Turcs à aller vers l'ouest trouver des terrains plus favorables à leurs pratiques. Cette position a été contestée par Jürgen Pohl dans un article donc, de 2016 qui déconstruit la position de Bolliett avec plusieurs arguments, en soulignant tout d'abord que s'il y a certes eu un refroidissement, ce refroidissement était moins hivernal qu'estival, donc il y avait plutôt une baisse des températures en été, ce qui était moins problématique du coup pour les camélidés, et qui souligne surtout que les populations turciques de ces régions-là ont une pratique de l'élevage qui est assez diversifiée, avec plusieurs types d'espèces animales qui sont élevées, en particulier des moutons. Et donc, il était excessif d'accorder autant d'importance aux camélidés. Et puis, donc, celui qui essaie de les réconcilier, c'est Joshua Frankel, dans la dernière référence que j'ai mise ici. J'ai ajouté aussi l'article de Deborah Tor parce qu'elle considère que si la région du Khorasan, donc dans l'Iran nord-oriental, l'Afghanistan actuel, a connu une éclipse, ce serait la conséquence de dévastation par les Turkmènes. Donc là, c'est une approche un peu différente de l'impact de ces populations-là sur l'environnement et non pas une source environnementale expliquant leur déplacement. Donc je trouvais que c'était un exemple intéressant de ces débats. Il y a d'autres débats aussi sur les déplacements des Mongols, par exemple, avec toujours en arrière-fond la question cruciale de l'accès au pâturage. Si les nomades se déplacent, eh bien, c'est notamment pour continuer à avoir accès au pâturage, pouvoir faire paître leurs animaux, assurer leur subsistance, etc. Et ce qui est assez intéressant aussi par rapport à ces questions-là,
c'est alors là on va revenir un peu à la question des oasis. C'est une étude qui a été menée dans l'oasis d'Otrar, donc on est dans le bassin du Sir Daria, et c'est une étude qui a montré qu'il y avait eu en fait un abandon de la région d'Otrar et de ses canalisations en lien avec l'aridification. Donc là on fait un peu un retour en arrière. Et donc vous voyez sur cette carte que la question que se sont posées notamment les auteurs était celle de l'impact des destructions mongoles. Est-ce que l'abandon de la région d'Otrar est dû aux Mongols, aux dévastations des Mongols qu'on accuse de beaucoup de maux, ou bien est-ce qu'il n'y a pas en fait un processus plus ancien et la réponse est là. Ce que montrent les auteurs de cet article, c'est que l'oasis a souffert du processus d'aridification qui a lieu vers la fin du Xe et au XIe siècle. Les canaux ont été progressivement abandonnés, la population a dû abandonner des terres et donc quitter cette région-là. Et c'est un processus qui a commencé, a priori, d'après les auteurs, 200 ans avant l'arrivée des Mongols. Donc les Mongols arrivent là en 1219, ils attaquent, ils détruisent en bonne partie la ville en 1219, mais en réalité, la zone était déjà dans un processus d'abandon pour des raisons climatiques, en l'occurrence, depuis longtemps. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de conflits environnementaux, en tout cas à l'époque médiévale. Est-ce qu'aujourd'hui, disons à l'époque contemporaine, pour un géographe, on peut parler de conflits environnementaux pour la question de l'eau, encore une fois, ou pour une autre contrainte, une autre rareté, par exemple la chaleur, ou vous avez dit que c'était des régions sèches, des régions arides. Oui, alors la question de la rareté, c'est quelque chose qui me questionne un petit peu, parce que souvent, justement, on voit l'Asie centrale comme une région pauvre en eau. Et si je reviens sur mon diaporama, je vais vous montrer quelques comparaisons récentes. On constate que la région centra-asiatique, c'est la région où on consomme le plus d'eau par habitant au monde, hein, devant l'Amérique du Nord. Hein, vous avez les tableaux ici avec l'évolution, hein, et je vous ai mis un habitant du Turkménistan, il consomme en moyenne 2 fois et demi plus d'eau qu'un Américain. D'accord, et un Ouzbékistanais, il prélève 2 fois plus d'eau qu'un Égyptien. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de l'eau en quantité importante. On n'est pas, je connais des gens qui travaillent sur l'Asie centrale et qui nous dressent un portrait catastrophique avec le réchauffement climatique. Quand on regarde bien, évidemment, on a des prélèvements en eau qui sont extrêmement importants, et ça, c'est dû évidemment à l'aménagement quasiment complet des réseaux hydrographiques par la grande hydraulique à la période soviétique. Donc il y a des prélèvements en eau qui sont considérables dans une région qui est relativement peuplée, peu peuplée, c'est un vide démographique, et donc ces très grosses consommations d'eau sont dues évidemment à cette orientation de l'agriculture de type industriel. Donc vous voyez que voilà, on n'est pas dans des régions dramatiquement touchées par des situations de pénurie ou de stress hydrique comme au Moyen-Orient. Et ça tient au fait, tout à l'heure, de ces montagnes châteaux d'eau, de ces réserves qui se forment sous forme glaciaire, sous forme nivale, et qui vont alimenter des fleuves relativement puissants. Donc on a des ressources en eau qui sont relativement abondantes, ce qui explique des prélèvements aussi extrêmement importants. Alors ça n'empêche qu'il n'y a pas de... Enfin évidemment, il y a des problèmes et des tensions sur ces ressources en eau et qui tiennent évidemment à la répartition, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. En fait, le défi de la région, c'est la question du partage de l'eau. Parce que les régions où se forme cette ressource en eau, c'est les États montagnards, c'est le Kirghizistan, c'est le Tadjikistan, c'est éventuellement
éventuellement aussi l'Afghanistan, c'est des États montagnards où se forme la ressource et qui consomment pratiquement pas d'eau, hein, parce que il y a une économie pastorale ou une petite agriculture montagnarde qui va consommer très peu d'eau. Et les États qui consomment beaucoup d'eau, c'est l'Ouzbékistan, le Turkménistan et le Kazakhstan, qui sont des États faiblement montagnards, qui s'inscrivent dans ces dépressions arides, et eux qui vont consommer beaucoup d'eau alors qu'ils n'en produisent pas. Donc ils sont dépendants de l'amont. Donc il y a une dépendance entre l'amont et l'aval. D'accord, hein, et donc, on voit très bien que ici sur les graphiques, hein, eh bien, des pays comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan, ils sont dépendants de l'eau qui provient de l'amont et qui provient des États voisins. D'accord ? Alors, du temps de l'Union soviétique, ça ne posait pas de problème parce que y avait un troc eau contre énergie. C'est-à-dire que les États de l'amont, où il y avait les barrages, le Kirghizistan, le Tadjikistan, eh bien, entretenaient des barrages pour produire de l'eau pour l'irrigation, pour faire pousser du coton, des céréales, etc., pour alimenter l'Union soviétique. En échange de quoi, ils recevaient du gaz et du pétrole contre les services de l'eau. Et puis au moment de l'implosion de l'Union soviétique, bah, ce troc énergie contre eau a complètement volé en éclats. Et aujourd'hui, les États de l'amont, le Kirghizistan, le Tadjikistan, veulent monnayer leurs ressources en eau. Hein, et surtout, ce qu'ils veulent faire, c'est, je vous montre ça ici, les tensions qu'il peut y avoir, c'est que les barrages du temps de l'Union soviétique étaient gérés selon un mode de l'irrigation, c'est-à-dire qu'il y avait des lâchers d'eau qui se faisaient en été, là où l'agriculture a le plus besoin d'eau. Et aujourd'hui, les États de l'amont, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des lâchers d'eau en hiver. Alors évidemment, les agriculteurs en aval, ils n'en ont pas besoin. Ça crée en plus des destructions parce que les canaux sont gelés, etc. Et leur but, c'est de turbiner, de faire de l'hydroélectricité pour alimenter leur consommation d'énergie en hiver. Et surtout, ils se voient de plus en plus comme des exportateurs d'électricité en direction du marché du sous-continent indien, le Pakistan et l'Inde. Il y a beaucoup aujourd'hui de projets qui cherchent à valoriser cette ressource en eau, à la marchandiser comme un bien marchand. Et le Kirghizistan et le Tadjikistan, bah, vous savez, ils ont des programmes de développement de barrages hydroélectriques. Et évidemment, ça va à l'encontre des pays de l'aval qui, eux, dépendent de ces ressources en eau, de cette économie agricole ou de cette économie industrielle. Ils ont besoin d'eau, puisque eux, ils n'ont pas de ressources internes. Donc ça crée évidemment des tensions extrêmement fortes. Si je peux ajouter aussi... à propos de l'incidence vers l'aval, on peut penser notamment toujours au Khwarezm, Karakalpakstan à l'heure actuelle, qui voit ses ressources en eau diminuer. C'est-à-dire que petit à petit, il y a de moins en moins d'eau qui arrive en bout de course, à l'aval du fleuve. D'ailleurs, la Moudaria ne rejoint plus la mer d'Aral. Il se perd dans les déserts au préalable. Pourtant, donc on est dans un endroit où il y a une oasis extrêmement ancienne. Hein. On a vu que ça remontait au moins à l'âge du bronze, et puis il y avait une présence néolithique auparavant, etc. Le problème est aussi que là se trouvent des villes assez importantes, en toute proportion gardée. Je pense notamment à Noukous, donc la ville actuelle de Noukous, qui est dépendante évidemment pour sa survie de l'approvisionnement en eau. Et cet approvisionnement a baissé avec la construction de canaux gigantesques à l'époque soviétique. On voyait tout à l'heure celui qui approvisionne le Turkménistan. Et puis depuis 2 ans et demi, il y a un nouveau canal qui est creusé, cette fois-ci du côté de l'Afghanistan. Moi, pour avoir été au Khwarezm, voir la Moudaria à des saisons, à des saisons différentes et à 2 années d'intervalle, j'ai vu aussi quelle pouvait être l'incidence
de ces variations en termes de ressources, de fluctuation du niveau de l'eau, avec un témoin qui me disait que la semaine d'avant, il y avait beaucoup plus d'eau que ce qu'il pouvait observer le jour J. Et donc ça pose aussi des problèmes au niveau de l'érosion, au niveau des berges, au niveau de la fiabilité des ressources. Peut-être un point aussi qui peut expliquer la différence finalement entre la Moudaria et des rivières comme le Zarafshan. On n'a pas le même poids en termes d'oasis qui auraient été des sièges de pouvoir politique en dehors du Khorezm. Si on regarde vers l'amont, il n'y a pas de pendant à Boukhara, à Samarcande sur la Moudaria. L'une des raisons qui peuvent expliquer cela, en dehors du fait qu'il y a la proximité immédiate du désert, c'est aussi l'instabilité des berges de la Moudaria, le fait que c'est un fleuve qui divague, qui se déplace beaucoup. J'avais préparé une image aussi pour illustrer cela. Là, on voit à quel point les bords sont mis en culture avec tout ce parcellaire agricole et cette structure en stress du fleuve. Donc ici, on est au niveau de Kas, la ville de Kas, et vous voyez en haut à droite le nom de Biruni. J'ai choisi cet exemple-là parce que, en fait, dans cette région au Xe siècle, on a une capitale qui s'appelle Kas et qui est le siège du pouvoir régional. Or, elle est quasiment détruite par les divagations du fleuve. Et donc, petit à petit, les populations essaient de déplacer les édifices les plus importants, la mosquée, le palais, etc. Mais finalement, c'est une ville qui n'a pas réussi, en tout cas à cette époque-là, à résister à la puissance du fleuve. Et c'est probablement aussi l'une des raisons qui a contribué au fait que cette capitale régionale a été éclipsée par une concurrente, une autre capitale régionale du Khorezm. Donc voilà, ces fleuves sont extrêmement puissants. Là, je parle de l'époque médiévale. Ils ont perdu en puissance avec tous les prélèvements qu'on a déjà évoqués. Mais ce sont des fleuves qui peuvent se déplacer, qui peuvent changer de débouché, changer de mer. On l'a dit au tout début, aller se déplacer, se jeter dans la Caspienne plutôt que la mer d'Aral, etc. Et ça a aussi une incidence, disons, sur les paysages, y compris les paysages politiques. Donc il y a une spécificité de certains fleuves, enfin des fleuves par rapport à d'autres cours d'eau qui seraient un peu moins turbulents, un peu moins impétueux. Je vous propose qu'on garde le temps qui nous reste pour répondre à quelques questions, si vous en avez. Voilà, on fait passer un micro. Est-ce que vous voulez profiter de cette excursion d'Asie centrale qui est assez rare quand même dans nos conférences, donc on en profite et on vous remercie encore d'avoir fait explorer ces mondes. Est-ce que le temps que le micro passe, j'aimerais quand même vous entendre sur on a parlé donc de ces conflits, des formations, des autonomies de certains États. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des organisations régionales? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces corridors, etc., qui sont transrégionaux ou régionaux. Bon, quand même, il y avait l'entité mongole, par exemple. À quel point aussi c'est une forme de régionalisation des infrastructures, vous voyez, ou de l'organisation pour répondre aux contraintes de l'environnement. Et aujourd'hui aussi, qu'est-ce que quel est l'avenir ou quelle est la dimension vraiment régionale à proprement parler de ces grands corridors? Ce matin, hier, Le Monde publiait encore un grand article sur le corridor Inde, Moyen-Orient, Europe, la l'IMEC, lancé par l'administration Biden, qui connaît quelques déboires aujourd'hui. J'aimerais bien vous entendre sur ces aménagements, non plus maintenant de division, mais plutôt à l'échelle régionale. Alors, j'avais une autre image à montrer. Voilà, je voulais montrer cet exemple-là de ce qu'on appelle les kalas. Kalas, donc ce sont des fortifications en terre qu'on va retrouver de manière très, très nombreuse, avec des effectifs très importants, au Khorezm en particulier. Là, donc, c'est une photo très récente. Et ce qu'on devine au fond, c'est la végétation qui est associée à la présence de la Moudaria. Donc, en termes d'organisation régionale, il y avait ces structures
qu'on a encore un peu du mal à interpréter, qui étaient des fortifications qu'on va qualifier de seigneuriales, qui étaient étroitement liées à la présence de l'eau, donc soit ici en l'occurrence à côté du fleuve lui-même, soit à côté de réseaux d'irrigation. Et donc il y a des dizaines de forteresses de ce type-là qui sont préservées en Ouzbékistan, qui étaient étroitement liées à la pratique de l'irrigation, mais aussi à des formes de domination. De domination sur le territoire. L'une des questions, c'était celle des interactions avec les nomades. Il y a des hypothèses qui considèrent que ces forteresses étaient le lieu où pouvaient se faire ces interactions entre des populations sédentarisées et les nomades qui apportaient notamment les produits d'élevage, le mouton par exemple, la laine, tous les produits dérivés à partir de la laine par exemple, et qui pouvaient s'approvisionner en certains produits issus de l'agriculture ou certains produits manufacturés. Ces fortifications, elles sont bien antérieures à l'époque islamique, mais elles sont pour partie reprises, entretenues à l'époque islamique. On sait que certaines d'entre elles étaient des lieux, par exemple, de prélèvement des taxes. C'était aussi des lieux d'étape dans des espaces désertiques. Donc on rejoint ici cette idée d'une organisation régionale qui est évidemment intrinsèquement liée à la présence de l'eau et qui rejoint la question de l'interaction entre populations pastorales, disons, et populations plus sédentarisées. Donc ce sont des questions qui sont encore assez méconnues, même s'il y a eu des travaux des archéologues soviétiques avec l'expédition du Khwarezm depuis les années 1930 essentiellement. Donc il y a eu beaucoup de travaux, soit de fouilles, soit de prospection, d'inventaire de toutes ces forteresses-là. Les hypothèses restent encore multiples, mais pour répondre à la question de l'organisation régionale, on a une mise en place de réseaux d'étapes, de lieux d'étapes, pour parvenir à traverser ces déserts et ces espaces assez difficiles, avec des espacements qui souvent correspondent à une journée de marche, c'est-à-dire entre 25 et 30 km, sachant que dans le Khwarezm, la géographie de ces fortifications est plus complexe. Il y a d'autres raisons, d'autres facteurs, mais je ne suis pas assez spécialiste pour les développer. Donc voilà qui participe des modalités de contrôle sur des territoires dont l'environnement est extrêmement difficile et assez peu évident a priori pour un pouvoir distant installé dans une oasis du Zerafshan. Oui, alors la question des corridors, elle revient en permanence dans les médias, dans la recherche. Il se trouve que une des caractéristiques de l'Asie centrale, c'est que on est au cœur de l'Eurasie, le continent le plus massif. Donc on est vraiment dans l'hypercontinentalité. On est loin de toute mer. Et quand on sait qu'aujourd'hui le commerce mondial se fait par voie maritime à 90% des marchandises sont transportées par voie maritime, eh bien ça vous montre à quel point l'Asie centrale est forcément handicapée par rapport à ces échanges mondiaux. Et ce qui explique en partie, évidemment, le déclin de l'Asie centrale à partir du moment où on met en route, à partir du XVIe siècle, des grandes routes maritimes qui vont finalement faire décliner ces grandes routes commerciales transcontinentales. Donc, depuis la fin de l'Union soviétique, on vous parle des nouvelles routes de la soie, de ces initiatives qui cherchent à développer, et souvent on met en avant le rôle de l'intégration régionale, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les acteurs qui aménagent ces grands corridors et qui les financent, c'est pas les pays centra-asiatiques, hein, c'est la Chine, de l'autre côté c'est les grandes firmes multinationales, et l'enjeu c'est souvent de faire transiter des marchandises le plus rapidement possible entre Orient et Occident, hein, on se bat dans un concours de vitesse pour aller plus vite, pour que ça soit plus rentable et pour essayer de concurrencer le trafic maritime, en fait l'Asie centrale elle est traversée par des corridors, mais en géographie c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça occasionne comme retombée économique? Pas grand-chose, parce que l'objectif c'est de transporter un conteneur de la Chine jusqu'à Lille ou jusqu'à Rotterdam.
et le plus rapidement possible. Et finalement, les pays centra-asiatiques sont des pays qui sont traversés, mais qui, par ces trafics, par ces flux, mais qui n'en voient pas forcément les bénéfices. Hein. L'enjeu, c'est évidemment de connecter les acteurs. Les marchés de consommation, ils sont où? Ils sont en Occident et en Orient, ils ne sont pas en Asie centrale. On est dans un creux démographique, dans un vide démographique où il n'y a pas beaucoup de marchés, des pays qui sont pas en voie de développement, qui sont certes émergents, mais pour les firmes transnationales, l'Asie centrale est surtout pas un marché. Alors, c'est un marché en termes d'approvisionnement en matières premières, surtout pour la Chine, hein, mais ces questions de corridors, pour l'instant, ils sont un petit peu pas en déclin, mais leur développement ne va pas aussi vite que la littérature ou ce qu'on pourrait espérer, d'autant plus que, évidemment, l'environnement stratégique, il est très tendu. Hein, quand vous faites passer des corridors entre la Chine et l'Europe, inévitablement, vous devez passer par la Russie. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est, avec les embargos. Donc, tous ces corridors centra-asiatiques, ils sont sous-utilisés. Si vous voulez contourner par le sud, il faut passer par l'Iran. Là aussi, hein, c'est un petit peu une impasse. Sinon, on peut passer par la Caspienne et passer par le Caucase. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, en Géorgie, on est au bord de la guerre civile. Hein, donc ça ne favorise pas les investisseurs, les logisticiens mondiaux. Et aujourd'hui, ils renforcent leur capacité de transport, surtout sur le maritime. Donc les corridors, oui, mais la Chine, on voit très bien comment aujourd'hui, en plus, les États centra-asiatiques ont vu que finalement, ils ne voulaient pas devenir un marché pour la Chine. Hein. On leur pille leurs ressources naturelles, ça les empêche de s'industrialiser, et ils sont envahis de produits chinois. Donc aujourd'hui, comme beaucoup de pays aussi du monde, hein, ils sont, par rapport à ces nouvelles routes de la soie, ils envisagent ce modèle présenté par la Chine comme un modèle gagnant-gagnant, qui en fait finalement les plonge souvent dans le piège de la dette. Et aujourd'hui, avec le nationalisme ombrageux de ces pays centra-asiatiques, on est plutôt à la fermeture des frontières. Oui, bonsoir, merci pour ces exposés fort riches. Alors, je sais plus par rapport pour le géographe, que j'avais une petite question concernant le problème de l'eau en Asie centrale. Est-ce que ça développe une relative concertation entre les 5 pays d'Asie centrale? Est-ce qu'il y a, à côté de cela, j'ai appris il y a très peu de temps que le rôle de la Turquie en Asie centrale, ça paraît peut-être à côté, mais tout de même, je crois que c'est important de le souligner. Quand on parle de la Chine, la Turquie a un rôle important en Asie centrale, à tel point qu'est développée depuis le mois de septembre une modification dans les livrets scolaires turcs. On ne parle plus d'Asie centrale, mais de Turkestan. Voilà. Est-ce que ça répond? Est-ce que c'est... J'ai une interrogation, je profite d'avoir Cario pour lui poser la question. Merci. Oui, alors... vous voyez, je vous ai parlé des différends entre les pays de l'amont et les pays de l'aval. On vous a parlé des guerres de l'eau, etc. De l'intervention éventuellement de l'armée de l'Ouzbékistan qui viendrait intervenir au Tadjikistan pour régler les problèmes des barrages, etc. Et finalement, aujourd'hui, on a... Alors, il y a une coopération qui se fait à l'échelle du bassin versant de la Moudaria, en ce qui concerne les données, les informations, tout simplement. Une coopération qui est de type scientifique et qui est une information de type hydrologique. C'est-à-dire, on donne les informations sur le remplissage des barrages, sur les stations hydrologiques, les volumes, les débits, etc. Donc, il y a cette coopération qui est faite à l'échelle du bassin versant de tous les États.
Hein. Mis à part l'Afghanistan, parce que voilà, l'Afghanistan il fait partie du bassin versant de la Mou-Daria, mais étant donné sa situation, évidemment, on ne lui a pas demandé son avis, et il a toujours été mis à l'écart de tout le processus de discussion et éventuellement du partage de l'eau. Même si aujourd'hui il réclame sa part, hein, on n'en a pas parlé, mais ils sont en train de construire un grand canal qui va détourner de l'eau en grande quantité de la Mou-Daria. Mais bon, donc on était au bord de l'implosion, selon les médias, guerre de l'eau, etc. Et puis finalement, la situation s'est apaisée et les pays comme l'Ouzbékistan, surtout aujourd'hui, va du point de vue diplomatique, va apaiser les tensions avec ses voisins tadjiks et kirghizes. Hein, et il y a un effort de concertation. Même si ce n'est pas l'entente cordiale telle qu'on pourrait la concevoir, l'État de l'Ouzbékistan va aujourd'hui payer des investissements pour la gestion des barrages en amont, hein, parce qu'évidemment, il y a le coût de la gestion de l'eau qui se fait. Donc la situation, elle est plutôt pacifiée, je dirais, en ce qui concerne aujourd'hui la gestion de l'eau. Il y a un consensus, hein, on était au bord des tensions très fortes, et aujourd'hui, il y a un consensus qui se fait. On constate que quand il s'agit de la ressource en eau, on trouve toujours des solutions. Donc il y a des solutions qui sont scientifiques sur les données, les échanges d'informations. Il n'y a pas encore une gestion intégrée du bassin versant telle qu'on peut la concevoir dans certains, avec la mise en place d'une architecture de coopération, mais on discute. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Et puis, par rapport à la Turquie, évidemment, la Turquie, dès que l'Union soviétique a disparu, elle a voulu renouer avec ses cousins, hein, en disant, voilà, on va vous proposer un modèle de développement, etc. Ils sont arrivés un petit peu en pays conquis. Et évidemment, les représentants de ces républiques qui avaient vécu dans l'isolement le plus total ne voulaient pas retomber sous la férule d'une nouvelle domination, que ce soit culturelle, parce que les Turcs, au départ, ils proposaient des programmes culturels, des programmes aussi économiques de développement. Évidemment, la Turquie est présente dans le commerce de façon conséquente dans la région. Et justement, par rapport à ces corridors, quand vous êtes en Ouzbékistan, vous voyez les camions turcs qui arrivent. Hein, mais ça reste encore, je dirais, du bricolage, parce que vous venez de Turquie, vous traversez la Géorgie, l'Azerbaïdjan, vous prenez un ferry sur la Caspienne, vous arrivez soit au Turkménistan, soit au Kazakhstan. Donc il y a beaucoup de ruptures de charge, ça coûte très cher, c'est très compliqué, et on est loin d'avoir une fluidité des échanges économiques dans la région. J'aurais bien aimé un petit rebondissement sur les routes de la soie, et notamment cette question des ruptures de charge qui existaient en fait déjà à l'époque médiévale. C'était déjà un problème, j'imagine. Oui, alors on vient de parler de Vavilov, ça me fait penser, donc qui a beaucoup travaillé sur la botanique, et ça me fait penser à l'apport de la production savante, mais aussi, je réponds à rebours, de tous les témoignages des voyageurs du 19e siècle en particulier, qui ont décrit la région avant les bouleversements soviétiques, et qui nous renseignent sur les modalités de déplacement avant la révolution des transports en particulier, avant tous les aménagements qui sont beaucoup dus aux soviétiques, mais avant ça à l'Empire, à la Russie tsariste, en termes d'aménagement du territoire, construction des chemins de fer, etc. etc. Comment faisait-on pour se déplacer dans ce contexte-là, dont on a vu l'aridité, les obstacles physiques, orographiques, etc. Ça rejoint donc la question des fameuses routes de la soie. Donc les routes de la soie qu'on associe à l'époque des Han, à la dynastie chinoise, donc qui a régné grosso modo de 200 avant à 200
200 avant notre ère à 200 de notre ère. Et donc c'est à ce moment-là que les routes de la soie auraient été structurées pour des raisons économiques, militaires, d'alliance avec des puissances voisines, mais qui reprenaient en fait des trajets qui étaient déjà pratiqués auparavant. Voilà, donc simplement pour remettre cette expression de route de la soie dans un contexte un peu plus large, on est dans un espace eurasiatique qui est parcouru depuis des millénaires par les populations à des fins diverses et notamment de commerce. À l'époque islamique médiévale, donc pour cette époque-là, on emploie par facilité, je dirais, toujours cette expression de route de la soie, même si en réalité la soie ne vient plus de Chine. À l'époque islamique médiévale, on produit de la soie notamment en Asie centrale, grâce à la plantation de ces fameux mûriers dont on alimente les vers à soie. Mais voilà, par commodité, les historiens actuels parle très souvent de route de la soie. Concrètement, comment se faisaient les échanges, même s'il ne s'agissait plus nécessairement de soie, mais plutôt de cotonnade, de certains fruits. On raconte que les melons centra-asiatiques étaient très prisés et étaient envoyés jusqu'à Bagdad parce qu'ils étaient adorés par le calife, etc. Eh bien, on empruntait les axes de circulation qui étaient ponctués par des relais caravaniers, plus ou moins dotés, je dirais, plus ou moins équipés. Donc parfois on avait des structures qu'on appelait des ribats ou des caravansérails, donc des structures en dur, fortifiées, qui permettaient de s'abriter des brigands, de s'abriter des aléas météorologiques, etc. D'autres fois on avait simplement un puits, ou une citerne, etc. Et se pose la question du franchissement notamment des rivières, puisqu'on a parlé de la question de la rupture de charge. À l'époque médiévale, des lieux de franchissement sont identifiés. Donc au Khorezm, c'est plus facile entre guillemets dans le sens où les eaux sont moins profondes. Donc on n'a pas de détails sur ces gués-là dans les sources, par exemple, du Xe siècle. En revanche, on a une liste des 25 points en amont du Khorezm qui permettaient de franchir la Moudaria. Donc il y a un certain nombre d'endroits où on pouvait passer à gué selon les saisons. Lorsqu'il fait extrêmement froid, on peut passer sur la glace. On a des descriptions de caravanes qui passent avec des animaux, des mules extrêmement chargées et qui arrivent à passer sans que la glace ne se rompe. Donc il y a des moments où il n'y a pas forcément de rupture de charge parce que l'eau est glacée. Il est plus facile finalement de traverser en hiver, même si c'est a priori la saison qui est moins favorable pour se déplacer. Ce qu'on n'a pas rappelé, c'était les températures. On est dans une région où les températures sont extrêmes, peuvent aller grosso modo de moins 40 à plus 40 et bien au-delà dans les espaces désertiques. Donc en hiver, il faut quand même une certaine motivation pour se déplacer. Et donc l'autre façon de traverser, ça va être de traverser par le biais d'embarcations. Je reviens à ce que je disais au début de ma réponse, c'est-à-dire qu'on a donc les témoignages des voyageurs du XIXe siècle qui permettent de largement compenser les silences des sources médiévales, qui sont très arides, qui disent extrêmement peu de choses dans les textes. Ces voyageurs du XIXe siècle décrivent leur périple et donc souvent ils accompagnent des caravanes pour explorer, espionner. On est dans le contexte du grand jeu au XIXe siècle, l'opposition notamment entre Russes et Anglais pour le contrôle de ces régions-là. Donc il y a énormément de soupçons, d'espionnage, enfin bref. Donc des voyageurs ont beaucoup décrit leurs explorations dans la région et ils décrivent notamment l'arrivée à la Moudaria. Donc si on vient de l'ouest, on a traversé le désert donc du Karakoum pendant plusieurs journées avec juste quelques puits. Et puis arrive la Moudaria avec le Tougaï, donc cette forêt galerie qui apporte de l'ombre, qui apporte du bois comme combustible, un certain nombre d'espèces animales comme gibier. Et à ce moment-là, on sait que le passage de la caravane de l'autre côté du fleuve pouvait durer des jours, voire des semaines. Donc il y a des descriptions, y compris par des voyageurs francophones, comme Bonvalot par exemple, Capu, qui étaient des naturalistes, qui décrivent bien la scène.
où on voit les chameaux qui vont s'abreuver, et puis tous les ballots, en l'occurrence, je crois, de coton dans certains témoignages, qui attendent qu'on les charge, qu'on les décharge, qu'on essaie de lutter contre le courant, qui est extrêmement fort. Donc voilà, il y a un véritable effet de rupture de charge qu'on ne perçoit pas du tout dans les sources médiévales, en l'occurrence. Et là, c'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser des sources beaucoup plus récentes pour essayer de comprendre comment traverser les marchands, mais aussi on a des indications, par exemple, sur les populations nomades qui peuvent traverser à la nage ou en s'aidant d'outres, ou qui fabriquent des radeaux avec les moyens du bord, avec ce qu'ils vont trouver sur les bords de la rivière. Donc on est dans un contexte où il y a cet effet tunnel, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas d'agglomération vraiment significative qui se soit développée sur les bords de la Moudaria, de ce fleuve obstacle, en dehors de la ville antique de Termez, qui existe jusqu'à l'époque mongole. Avant d'être reconstruite, bon. Et puis donc de capitale régionale au Khorezm. Mais finalement, on a vraiment cet effet de tunnel d'un fleuve qui traverse le désert, qui est parcouru de manière transversale par les axes des routes de la soie, et qui est pourtant un axe extrêmement important pour relier notamment le Khorezm au Mont Slav. Et le Mont Slav, c'est de là où les steppes turques, c'est un monde dont on fait venir les fourrures. Les fourrures sont extrêmement prisées, notamment par les élites du monde islamique médiéval, pour résister notamment à l'hiver. Ça fait partie des objets, des biens qui sont objets de convoitise à l'époque médiévale et à d'autres périodes, bien évidemment. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Merci encore à la Bulac de nous donner ces petites 10 minutes supplémentaires pour vos 2 réponses. Nous nous retrouvons le 18 mars. Donc, si vous posez la question de l'existence d'une écologie islamique, voilà, vous revenez le 18 mars, donc dans un petit peu plus d'un mois. Je vous souhaite une très bonne soirée, puis je vous remercie encore une fois, Alain Cariou et Camille Roneka, de nous avoir rejoints ce soir. Merci beaucoup.